Pour ce deuxième épisode, j'avais envie de te parler de quelque chose qui m'a vraiment frappée en arrivant au Mexique. Un truc auquel je n'étais pas du tout préparée. Tu sais ce que tu as appris en cours de géo sur les pays en cours de développement? Cette idée que la classe populaire est très large, que les écarts existent, mais restent plus ou moins lisibles? Eh bien, ici j'ai découvert deux choses. D'abord que c'est souvent un énorme euphémisme, et ensuite, et surtout, que le contraste est parfois si violent que la classe populaire vit littéralement collée à la classe la plus bourgeoise que tu puisses imaginer. Un contraste tellement fort qu'il te saute au visage, tous les jours, sans exception. Hola hola et bienvenue à toi dans ce podcast Aulita. Ici, on parle de vivre à l'étranger, des surprises, des découvertes, de ce qui bouscule et nous fait perdre l'équilibre. De tous ces petits détails qu'on n'avait pas vraiment lus dans les blogs de voyage avant de partir et qu'on découvre une fois sur place, quand il est déjà trop tard. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de poser un cadre. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un peu sérieux et parfois ça peut être un peu lourd. Et surtout, c'est mon vécu, le regard d'une Française qui vit dans la zone centrale du Mexique et qui a observé des choses qui m'ont parfois choquée. Peut-être que toi, t'es déjà venu ici et que tu n'as pas du tout ressenti ça. Ou peut-être que tu as vécu dans une autre région et que ces contrastes étaient moins visibles. Et c'est ok. Ce que je raconte ici, c'est pas une vérité absolue. C'est mon ressenti, avec mes filtres, mon histoire et mes angles morts aussi. Et si ton expérience est différente, vraiment écris-moi. J'adore lire vos retours et confronter les points de vue. Ici au Mexique, tout cohabite. Mais cohabiter ne veut pas dire se mélanger. Tu peux avoir littéralement une maison en tôle, collée à une villa avec piscine, des gardes armés, des caméras, un jardin immense et une voiture de luxe garée devant. Et non, ce n'est pas une exception. C'est la norme dans énormément de villes. Et même à la campagne. Ce qui est le plus déstabilisant, c'est que personne ne semble surpris. Tout le monde trouve ça normal. Moi, au début, ça m'a paru vraiment aberrant. Tu sais, j'avais en tête les images des favelas au Brésil, hyper marquées, hyper médiatisées. Mais je m'attendais pas à vivre ça aussi intensément et encore moins hors des grandes villes. Peut-être un peu naïve. Il y a une situation très précise où je me suis dit pour la première fois, waouh, vraiment en fait j'ai un privilège juste pour ma couleur de peau. À l'époque, comme je te disais dans l'épisode précédent, je faisais du volontariat. Je travaillais dans un jardin avec des femmes du coin, des femmes qui faisaient ça tous les jours, depuis toujours. La première fois que je suis arrivée, j'ai senti un truc un peu bizarre. Un peu comme une gêne, comme si je les interrompais dans leur travail. Alors je leur expliquais avec mon espagnol catastrophique ce que je faisais là et pourquoi je venais aider. Et pourtant j'ai eu cette sensation très forte, comme si j'avais rien à faire là, comme si ce travail c'était pas pour moi, pas pour une Européenne, enfin pas pour quelqu'un comme moi. Et ce malaise, il ne venait pas d'elle, il venait de tout ce que je représentais. Comme si inconsciemment il y avait des endroits, des tâches, des rôles qui ne me correspondaient pas. Et là, je me suis pris une clacasse. Parce que d'un côté, t'as la classe populaire immense, avec les revenus précaires, instables et souvent informels, et de l'autre, la classe aisée, parfois multimillionnaire, avec plusieurs maisons et parfois même plusieurs pays de résidence. Et souvent, les blancs comme moi, on est du côté de la classe aisée. Et on met pas la main dans la terre. Ce contraste, il s'incarne surtout dans le service. Dans énormément de familles aisées, il y a une femme de ménage, une cuisinière, un chauffeur privé, une nounou, et parfois, ces personnes vivent dans la même maison. Je me souviens très bien d'une fois où je donnais des cours à 2 enfants. Leur nounou, elle vivait là, avec sa propre fille, dans la maison. En mode, elle éduquait à la fois sa fille et à la fois les enfants des employeurs. Je sais pas toi, mais moi ça m'a choquée. Ça m'a donné l'impression de revenir dans une autre époque, un truc presque hors du temps. Et attention, ici, c'est pas présenté comme de l'exploitation, c'est présenté comme quelque chose de normal, de traditionnel. En fait, ça fait des générations et des générations que ça fonctionne comme ça, au point que même les personnes les moins aisées ont parfois intégré l'idée que se mettre au service des classes supérieures, pour très peu, fait simplement partie de la vie. Et en fait, le pire, pour moi en tout cas, c'est que ce privilège, j'en profite même sans l'avoir demandé. Et je me rappelle, il y a un moment particulier où je me suis sentie tellement honteuse de cette démarcation entre les riches et les pauvres. Je te donne un peu de contexte. Avec mon copain, on vit dans un appartement qui appartient à sa famille.
Et sa famille, elle possède un petit hôtel dans le centre de la ville. Dans cet hôtel, il y a du personnel, et notamment des femmes de ménage adorables qui font tourner l'endroit au quotidien. Un jour, notre appart était dans un état terrible, avec de la vaisselle crade partout, de la saleté de partout, enfin vraiment du bazar, vraiment la totale, tu t'imagines. Et moi, je déteste quand ça en arrive là. Moi, j'ai besoin que ce soit un peu rangé, un peu ordonné, et surtout la vaisselle. Franchement, j'ai un problème avec la vaisselle, mais je déteste que la vaisselle sale, elle traîne. Un peu maniaque peut-être sur les bords, mais vraiment. Et bref, pour ma propre santé mentale, j'ai décidé de ne plus m'embrouiller avec mon copain, et donc, quand c'est son tour de faire la vaisselle, de faire travailler ma patience. Parce que soi-disant, je la fais toujours trop vite et que du coup, mon copain n'a jamais rien à laver. Pobrecito. Bref. Donc je me dis très bien, je lui laisse. Je lui laisse. Résultat, la vaisselle est restée 3 jours. 3 jours à s'accumuler. Alors, peut-être que toi, t'es du genre un peu crasse-pec et que la vaisselle sale, ça te fait pas sortir de tes gonds. Et tant mieux pour toi. Mais moi, vraiment, ça me fait péter un plomb. Et donc, un jour, je pars au travail. Je vais donner une consultation. Et quand je rentre à l'appart, je trouve Véré. Véré, c'est une des femmes de ménage de l'hôtel. Et moi, je rentre et je la retrouve à la maison. Devine ce qu'elle faisait. Elle était en train de laver notre vaisselle. La vaisselle incrustée, collée. Celle qui traînait depuis 3 jours. Je te laisse imaginer la honte. Vraiment, j'avais une honte physique. Genre, je me suis dit, voilà, parfait. Là, tu coches toutes les cases. L'européenne un peu bourgeoise qui se fait servir et qui ne se salit pas les mains. Qui laisse quelqu'un d'autre nettoyer ce qu'elle a sali. Franchement, t'imagines pas la honte. Je me disais que maintenant, Vélé, elle allait toujours m'associer à cette petite européenne bourgeoise tunée et privilégiée qui veut pas salir les mains de ses propres crasses. Et tu te doutes que Vélé, c'est pas la personne la plus aisée du monde. Souvent, les gens qui sont au service des autres ici, c'est des gens qui ont pas forcément beaucoup de revenus. C'est des gens qui sont plutôt de familles ou de milieux extrêmement modestes et qui vivent dans des zones rurales ou des communautés indigènes. Et ils travaillent pour pouvoir mettre leurs enfants dans les écoles publiques sous-financées, avec des enfants qui probablement vont quitter l'école très tôt pour travailler et aider économiquement la famille. L'autre jour, le frère de mon copain m'a demandé de l'aider à trouver une prof particulière pour une ado de 12 ans, qui n'a jamais été à l'école et qui ne savait pas lire. Cette ado, c'est la fille d'un caballerango. Les caballerangos ici, c'est ceux qui s'occupent des chevaux dans les ranchs. C'est un peu comme les palefreniers, je pense que ça s'appelle en français. Et en gros, la famille, elle est si pauvre qu'ils n'ont jamais pu scolariser leurs enfants. Parce que même l'école publique reste trop chère. Entre l'uniforme, le matériel, les frais annexes. Et dans une culture où avoir plusieurs enfants, c'est la norme, joindre les deux bouts pour tous les mettre à l'école, franchement, parfois, c'est difficile. Alors, je t'avoue que moi, j'en suis restée un peu sans voix. J'avais jamais connu une famille en France qui pouvait pas mettre ses enfants à l'école. Alors oui, la classe moyenne est très large en France et j'ai sûrement grandi dans une bulle. Mais quand juste à côté, vraiment la maison d'à côté, tu vois une famille extrêmement aisée avec plusieurs maisons, des villas de week-end, des piscines, du personnel, de la sécurité privée, et que leurs enfants à eux, ils peuvent aller dans des écoles privées hors de prix, parfois internationales, et que tout leur avenir est déjà tracé, ben je me dis que tout le monde part pas avec les mêmes cartes dès le début, quoi. Dans mon métier de kiné, ces inégalités, je les vois tous les jours. Ici, la sécurité sociale, elle fonctionne très mal. Résultat, tout le monde n'a pas accès aux soins. Parfois, en consultation, j'ai des patients très aisés. Pour eux, 20 € la séance, c'est normal, presque suspect même. Il y en a qui te regardent en te disant, à moitié sérieux, t'es sûr que t'es compétente si tu fais payer si peu ? Parce que ici, plus c'est cher, plus ça veut dire que tu es bon. Et à l'inverse, j'ai aussi eu des patients pour qui 20 €, c'est plus que ce qu'ils gagnent en une journée entière de travail. Alors ici, tu ne peux plus vraiment avoir un tarif fixe. Tu dois t'adapter, négocier, composer avec la réalité de chacun. Et puis ça aussi, du coup, ça te rappelle très vite dans quel pays tu vis. Alors, je ne dis pas que les villas ou les écoles privées, c'est mal en soi. Je raconte juste que moi, je trouve ça fou qu'il y ait une différence tellement marquée entre l'éducation que va recevoir un enfant d'une famille bourgeoise et l'éducation que va recevoir un enfant d'une famille modeste. C'est juste que ici, l'école à laquelle tu vas détermine grandement l'avenir que tu vas avoir. Et donc quand l'éducation dans certaines écoles publiques est à ce point mauvaise qu'elle détruit tous les rêves des enfants, ben après on se demande pourquoi la société va dans le sens où elle va, quoi.
Avec le temps, je me suis rendu compte que ce contraste si marqué que je pouvais voir ici était aussi culturel et avait un nom. Ce nom, c'est le classisme. Le classisme, c'est une forme de discrimination basée sur l'appartenance à une classe sociale. En gros, ça favorise les catégories les plus aisées au détriment des autres. Et au Mexique, ce classisme, il n'est pas seulement économique, il est aussi racialisé. Parce que le Mexique, c'est un pays métissé, oui, mais dans les faits, plus t'es clair de peau, plus t'as de la chance d'être en haut de l'échelle sociale. Et c'est pas vraiment dit, en tout cas jamais ouvertement, mais c'est visible partout. Les familles les plus riches, c'est souvent des familles descendantes d'Européens, ou liées aux États-Unis ou au Canada, avec des traits perçus comme européens, avec la peau plus blanche, les cheveux plus blonds. Et au contraire, les populations indigènes ou très métissées, elles sont surreprésentées dans la pauvreté extrême. C'est ce qu'on appelle le privilège blanc, dans un contexte hérité directement du colonialisme. Moi qui vis à la campagne, à 2 heures de Mexico City, j'avoue que je vois peu de personnes à la peau très claire. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une des grandes capitales et qu'on n'est pas au hotspot des endroits où les expatriés viennent en général. Mais par contre, comme on est proche de la capitale, Valle de Bravo, qui est la ville dans laquelle je vis, c'est devenu une destination de week-end pour les classes aisées. Toutes ces personnes qui vivent à la Ciudad de México pour pouvoir travailler pendant la semaine, mais qui ont des maisons secondaires à Valle de Bravo. Et sans surprise, beaucoup de ces personnes aisées ont la peau blanche. Pour simplifier, et en généralisant, même si c'est pas toujours vrai, on retrouve souvent, dans les villages ruraux, des Mexicains morenos, ou métissés, à la peau un peu plus sombre. Typique des clichés qu'on se fait des Mexicains un peu genre du don avec son sombrero et sa moustache, un peu dans ce genre-là. Et dans les grandes villes ou dans les zones touristiques, des Mexicains aux traits plus proches de ceux qu'on voit en Europe ou aux États-Unis, avec des cheveux plus clairs, la peau plus claire, et généralement aussi un peu plus grands. La première fois que je vais visiter Mexico City, je suis allée dans des quartiers comme Roma Norte ou Polanco, ou encore Coyoacán, parce que c'est tout ce qu'on retrouve dans les guides de voyage généralement. Et j'ai été assez surprise, parce que justement, les Mexicains que je voyais dans ces quartiers-là, ils ressemblaient pas du tout à l'image que j'avais en tête. Tu sais, moi, je venais de France avec ma petite vision très restreinte de ce que pouvait être le Mexique et à quoi ressemblait le Mexicain. Les visions qu'on a tous si on n'a jamais été au Mexique, de ce qu'on voit à la télé ou dans les dessins animés. Et je m'attendais pas à autant de diversité et de mélange. Moi, soyons honnêtes, le Mexique, avant, c'était un mélange très flou de désert, cactus, tequila et de sombreros. Et très vite ici, je me suis rendu compte à quel point mes stéréotypes européens étaient limités. Le Mexique, il est multiple, contrasté, vivant. Il est aride dans ses déserts et luxuriant dans ses jungles. Il t'éblouit par ses couchers de soleil, t'enveloppe de musique, de rire, de piment qui te brûle les papilles. Et il ne cesse de te donner des leçons de vie. Aussi au Mexique, il y a ce concept clé, le malinchismo. Le malinchismo, c'est cette tendance à valoriser tout ce qui vient de l'étranger, parfois plus que ce qui est local. Alors le terme, il vient de la Malinche, ou Malintzin, ou encore Doña Marina. En gros, il y a 500 ans, c'était l'interprète d'Hernán Cortés. En 1519, Cortés débarque au Mexique avec environ 500 hommes, et il réussit à conquérir un empire immense, ce qui paraît fou. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il a profité des divisions internes, les Aztèques d'un côté et les Tlaxcalteques de l'autre. Et donc, ce serait grâce à Doña Marina qu'il a pu communiquer, négocier et s'allier avec les Tlaxcalteques pour renverser l'empire aztèque. Depuis, l'image de Doña Marina est associée à la trahison, mais aussi à cette relation ambiguë avec l'étranger. Cette idée que ce qui vient d'ailleurs a plus de valeur. Parce qu'en gros, Doña Marina, à l'époque, elle s'est accoquinée avec Cortés et ils ont eu un enfant. Et cet enfant, tu t'imagines bien qu'il n'était pas complètement brun de peau, puisque c'était un joli mélange entre un Espagnol tout blanc et une Mexicaine toute morena. Et donc, c'est devenu le symbole de l'envie, tout ce qui était plus pur, tout ce qui avait plus de prestige et tout ce qui venait d'ailleurs. Aujourd'hui encore, ce malinchismo il se traduit par plus de facilité à trouver du travail quand tu es étranger, plus d'intérêt pour ta culture ou ta langue et parfois une forme d'admiration.
Être étranger, en gros, ici, ça peut te donner un certain prestige, même quand t'as rien fait de spécial. Et c'est là que le malaise commence. Parce que ce privilège, il peut aussi signifier que le poste que t'as eu, ça veut dire qu'un local ne l'a pas eu, juste parce que toi t'es blanc et pas lui. Ou bien que le terrain que tu veux acheter pour ton projet de rêve, de construire des petites cabanes et de le mettre sur Airbnb, peut-être il hébergeait une famille entière sur ce terrain-là avant, quoi. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et en gros, c'est pas une leçon pour t'apprendre ou te dire d'abandonner tes projets, mais juste d'être conscient et de réfléchir à la manière dont chacun, en étant étranger venant au Mexique, on peut contribuer positivement à la communauté qu'on rejoint. Avec le temps, parfois, il y a un espèce de mélange entre admiration, curiosité, mais aussi comparaison, jugement, frustration, envie. Parce que tout ce que tu représentes, c'est aussi tout ce que les autres n'auront jamais. Et ça, pas parce que tu le mérites plus, juste parce que t'es né au bon endroit. Donc d'un côté, tu auras des portes qui s'ouvrent plus facilement, simplement parce que tu es blanche. Et de l'autre, le rappel constant que tu viens d'ailleurs et que du coup, tu n'appartiens pas totalement ici et que tu n'es pas soumis aux mêmes règles. C'est pas ta faute encore une fois, mais t'en bénéficies quand même. Et quand tu vis ici longtemps, tu peux pas faire semblant de pas le voir. Donc pour conclure cet épisode, j'aimerais te dire une chose. Le Mexique, c'est pas un pays pauvre en soi, mais c'est un pays profondément inégalitaire. Toutes ces inégalités, elles sont visibles, elles sont structurelles, elles sont héritées de l'histoire coloniale et elles sont toujours bien trop présentes aujourd'hui. Et comprendre ça, c'est pas juger, c'est arrêter de romantiser un pays où l'on pense que tout nous est dû et commencer à regarder la réalité en face. Après 5 ans au Mexique, c'est pas que mon regard a changé, mais c'est plutôt que je me suis habituée. Les inégalités, elles sont toujours là, je les vois toujours, mais elles font partie du quotidien. Et surtout, j'ai compris que sur beaucoup de choses, j'ai pas d'emprise. Alors, c'est un travail d'acceptation, de compréhension et surtout de non-jugement. Encore une fois, le Mexique t'apprend l'humilité. C'est arrêter de se dire « Ah, c'est mieux en Europe » ou « Ah, en Europe, on fait mieux les choses » ou « Il y a plus de richesse en Europe ». Mais juste de se dire « Ok, ici, c'est comme ça. Et je pourrais pas le changer. » Mais par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de comprendre pourquoi les choses elles sont comme elles sont et faire en sorte de ne pas y contribuer davantage. Et donc de désapprendre. À la base, moi, ça me dérangeait énormément que quelqu'un nettoie ma maison, plie mon linge ou s'occupe d'enfants à ma place. Bon, j'ai pas d'enfants, mais t'as capté. Parce qu'en fait, c'est des choses que je peux faire moi-même. Et surtout, c'est moi qui ai sali la chose. Mais ici, j'ai aussi compris une autre réalité. Que parfois, grâce à ces métiers du service, certaines familles arrivent à s'en sortir, à payer l'école, à manger. Et ça aussi, c'est une forme de dignité. Donc encore une fois, c'est pas blanc ou noir. C'est une question d'apprentissage, de tolérance et d'humilité. Et si toi aussi, t'as déjà vécu ces moments un peu inconfortables, quand on te traite comme une reine d'Angleterre, ou au contraire quand tu t'es senti exclue à cause de ton origine, écris-moi, pour voir un peu si on a vécu les mêmes choses. Et au contraire, si t'as jamais ressenti tout ça, ton histoire m'intéresse tout autant. Et on se retrouve ahorita, dans le prochain épisode.